Pascal Plantard, il est éducateur spécialisé, il est anthropologue à l'université de Rennes 2, et c'est de ce point de vue qu'il nous propose une analyse des usages du numérique. Une multitude de notions sont désormais présentes dans nos manières de parler de ces réalités, souvent sans que nous ayons eu, les uns et les autres, l'occasion de préciser le sens de ces notions, d'en affiner l'usage. De quoi parlons-nous, par exemple, lorsque nous évoquons la fracture numérique, l'électronisme? Alors les pratiques professionnelles se transforment, elles doivent encore évoluer, tant sous la pression des professionnels que sous la pression sans doute des publics auprès desquels vous intervenez. S'agit-il de simples modifications de forme ou s'agit-il à travers cela de quelque chose de beaucoup plus fondamental? Délicate question que Pascal Plantard, décidément, pardon, je n'y arriverai pas, accepte d'ouvrir avec nous. Bonjour à tous, merci au CNAEMO pour cette invitation, merci au GOA pour l'accueil. Vous savez que, comme je suis un ancien éducateur spécialisé, visiblement, je maîtrise les acronymes. Juste une petite incise sur le coup de tablette magique. C'est une expression que j'avais utilisée dans pas mal de publications, en particulier dans la presse, lorsqu'il s'était agi pour le président Hollande et sa ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, de conclure la refondation de l'école en distribuant des tablettes aux 5e. Ce qui m'avait valu une grosse colère, puisque en tant que breton, j'ai mauvais caractère. Donc je suis très content d'être parmi vous. On a parlé beaucoup d'anthropo et on a parlé beaucoup de techno. Là, je vais parler d'anthropo, mais avant, une petite présentation rapide d'où je viens. En fait, je suis éduc de formation initiale. J'ai fait ma dernière année d'école d'éduc à l'Université de Montréal sous la direction de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Michel Lemay. Et j'ai fait mon stage au Massachusetts Institute of Technology, ce qui est quand même pas tout à fait banal pour un éducateur. Et je l'ai fait avec ce monsieur. Ce monsieur, c'est Seymour Papert. En gros, c'est le premier qui ait mis les technologies au service de l'éducation dans ce qui était la préfiguration d'un Fab Lab. On était en 85. Et quand je suis revenu en 86, éducateur dans une maison d'enfants à caractère social, j'ai monté un atelier informatique. Et quand un ordinateur a dit à un gamin que j'appelle Bruno, aujourd'hui, Bruno n'est pas défini, vous imaginez que ma vision de l'usage des technologies avait basculé. Avait basculé dans quel sens? Le sens, finalement, des imaginaires. Donc je suis aussi maître Jedi. Et on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Alors, qu'est-ce que... Ah, voilà. Je vais parler au nom du GIS Marsouin. Le GIS Marsouin, c'est le plus gros réseau francophone de recherche sur les usages. C'est les 7 universités de Bretagne et de Pays de la Loire. C'est 18 labos. Notre boulot, c'est d'objectiver les transitions numériques du point de vue des sciences humaines et sociales. Et je vais essentiellement intervenir dans le croisement de ce que j'appelle l'e-éducation, les usages du numérique en éducation, et l'e-inclusion, les usages du numérique dans le lien social. Et en fait, nous avons cette caractéristique de mener des travaux qui sont des travaux à la croisée de ces deux champs de recherche. Alors, première chose, une première partie un peu sur les différentes notions et concepts qui permettent de comprendre finalement le monde numérique tel qu'il est devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire anthropologie des usages? Serge Miranda vous a parlé du futur. Je vais essayer de vous parler du présent, de votre quotidien, et de votre quotidien ancré dans 2 dimensions. La première, c'est la dimension imaginaire et symbolique des usages de ces technologies. Et la deuxième, c'est la dimension historique, c'est-à-dire que ces technologies, finalement, s'installent sur des temporalités qui sont beaucoup plus importantes que prévues. Et plutôt que d'essayer de vous convaincre, je vais vous passer une petite vidéo. Si la régie veut bien lancer, une courte vidéo qui va vous parler de ça. Alors, ah non, je ne voulais pas lâcher. Des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux.
des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Ou dis, maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Merci de rebasculer sur le PowerPoint. Donc, cette vidéo de 1947 sur un scénario de René Barjavel, qui est un des grands auteurs francophones de science-fiction, est très, très intéressante. Pourquoi ? Elle nous met en scène la totalité de l'Internet et de ses effets. J'espère que vous n'aurez pas, que vous serez tout à fait saisi par cette image du ministre ou YouPorn à la fin. Vous savez, un reportage mal aiguillé qui arrive chez Cyprien, c'est le fonctionnement de YouPorn. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? C'est en fait ce qu'on appelle une utopie filée. Je vous rappelle qu'en 1947, la télévision n'existe pas. Le titre de ce documentaire, c'est « La télévision bijou ». Elle est en train d'être expérimentée dans le 16e arrondissement de Paris. Le média central, c'est la télévision. Et en se nourrissant de la littérature scientifique et technique, Barjavel nous propose finalement l'Internet d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, la période numérique, est en fait issu de toute une histoire et tout un tas de signaux faibles qui, pour la plupart, nous ont un petit peu échappé dans ces derniers temps et qui arrivent là avec le Covid-19 de manière massive. Alors, le numérique, c'est quoi ? Finalement, c'est une espèce de veau d'or avec 4 pieds. On a l'habitude de connaître les 2 premiers pieds, qui sont les pieds technocentrés. Évidemment, c'est l'informatique. Serge Miranda en a largement développé. Évidemment, c'est la communication technologique, c'est l'Internet. Mais c'est aussi un ensemble de cultures complexes, saturées d'imaginaire, qui s'inscrivent dans l'histoire même de l'humanité.
Les mythologies grecques nous parlent de ces traditions d'être hybrides, nous parlent aussi de ces traditions d'intelligence plus ou moins artificielle. Et lorsqu'on travaille du point de vue anthropologique, on se rend compte que ces inscriptions-là vont être aussi des inscriptions qui vont définir les usages. Les usages, c'est quoi? C'est des ensembles de pratiques socialisées. C'est donc des normes sociales d'usage. Je vais reprendre dessus. Ce qui veut dire que quand nous sommes baignés dans ce monde numérique du début du XXIe siècle, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes dans un environnement qui a suivi un cycle de ce que je qualifie de socialisation des technologies. On commence par les rêver, c'est ce qu'on appelle la phase d'innovation. Ensuite, on les achète, c'est ce qu'on appelle la phase de massification. Et ensuite, elles se banalisent, elles deviennent ambiantes. C'est ce qui vient de nous arriver avec ces technologies. Et c'est pour ça qu'on est passé de informatique et micro-informatique dans les années 80, multimédia à la fin des années 80, Internet au début des années 90. Puis vous avez entendu parler de ces acronymes NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, TIC, etc., etc. On a basculé dans quelque chose qui devient le numérique. Et ce numérique, en fait, c'est les cultures numériques, les usages du numérique. C'est quelque chose qui est, complètement articulé, consubstantiel à la société du XXIe siècle. Alors, bon, je vous passe ça parce que je vais recentrer mon propos. Si vous devez retenir un seul des concepts ou une seule définition de ce que je vais vous raconter, c'est de comprendre finalement que les usages des technologies sont des ensembles de pratiques socialisées. Il serait plus logique de parler de normes sociales d'usage, de ne pas opposer le réel et le virtuel, ce que nous vivons et ce que nous vivons avec les machines. Je vous donne une démonstration Facebook. Vous connaissez tous l'aventure de Zuckerberg, étudiant il y a une dizaine d'années à Harvard, qui propose ce sommet de l'intelligence artificielle qui consiste à mettre des commentaires graveleux sous des à offrir à des étudiants plutôt mal la possibilité de mettre des commentaires graveleux sous des photos d'étudiantes. Vous voyez, on est vraiment au sommet de l'intelligence artificielle. Je pense qu'avec MeToo, ça ne serait pas passé comme ça aujourd'hui. Il s'avère que de l'autre côté du monde civilisé, c'est-à-dire en Bretagne, nous étions en train d'étudier les pratiques numériques des collégiens. Et qu'est-ce que nous racontaient les collégiens à cette époque-là? Ça va parler pour les plus jeunes d'entre vous, je pense. Les collégiens, ils étaient en train de faire exploser le SMS, ils étaient en train d'utiliser énormément les messageries instantanées de type MSN. Ils étaient en train d'investir les premiers réseaux sociaux. C'était l'époque, je ne sais pas si vous en parlez, très très lointaine, du Web 2.0. Ce Web 2.0, ça faisait que finalement les petits musiciens du collège regardaient les grands musiciens du lycée qui eux-mêmes regardaient les jeunes musiciens, et ils allaient sur quoi? MySpace, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le réseau des musiciens. Et puis les petits photographes regardaient les moyens photographes qui gardaient les grands photographes, ils allaient sur Flickr. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Zuckerberg n'est pas un génie, c'est quelqu'un qui a été au bon endroit, au bon moment, et qui a su capter les signaux faibles de ce qui allait devenir la norme sociale d'usage des réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui, nos ados ne sont plus sur Facebook. Ou s'ils sont sur Facebook, ils le sont avec une image qui est tout à fait propre sur eux. Pourquoi? Parce que sur Facebook, il y a papa, maman, tonton, tata, il y a même des enseignants ou des travailleurs sociaux. C'est vous dire si c'est plus fréquentable. Qu'est-ce qu'ils font? En fonction de leur âge, ils sont en train d'investir massivement, vous le savez tous, Instagram, Snapchat et surtout TikTok pour les plus jeunes. Mais cela se fait en référence à la norme sociale d'usage des réseaux sociaux qui demeure Facebook. Cette illustration vous permet de comprendre finalement comment collectivement nous construisons des normes et comment individuellement ensuite nous réagissons à ces normes. Alors, ça se passe comment globalement? Il y a un socle de techno-imaginaire. Ce socle de techno-imaginaire lié aux technologies se sédimente en représentation. Je suis devant une assemblée de travailleurs sociaux, je pense que le concept de représentation doit être à peu près maîtrisé. Vous savez que si les imaginaires sont fluides dans les cultures, les représentations sont tout à fait situées sur le plan culturel et sur le plan historique. Regardez ces vidéos sur YouTube où nos collègues québécois donnent une cassette VHS à des gamins d'aujourd'hui qui
sont entourés d'images, évidemment qu'ils la tournent dans tous les sens et qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une cassette VHS. Pour autant, ils sont entourés d'images. Imaginez de leur point de vue que des images sont mises sur des bandes magnétiques, c'est inimaginable. Vous voyez bien que si l'image est présente, le support de l'image et donc la représentation du support de l'image est tout à fait datée. À partir de ces représentations, nous, collectivement, déclenchons des pratiques. C'est la représentation qui déclenche la pratique. Il faut que je comprenne que ça, c'est une télécommande avant de pouvoir m'en servir. La socialisation de ces pratiques crée des normes et crée des normes d'usage. Et ces usages transforment les imaginaires. C'est pour ça que nous passons de période en période, avec des périodes de fétichisation. Serge Miranda nous a magnifiquement montré tout à l'heure que l'un des fétiches d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On est dans quelque chose qui a à voir avec la science, bien évidemment, mais qui a aussi à voir avec l'imaginaire. Alors, les points peut-être importants, ça c'était la construction externe. Les points de construction interne. Il y en a 3, alors il y a des 3V, des 3P, etc. Moi j'ai les 3B. Le premier, c'est le bricolage. Alors, vous connaissez ce concept de Lévi-Strauss, c'est faire avec ce qu'on a. C'est la métaphore à la fois du chasseur-cueilleur qui apprend la forêt et du bricoleur dans son garage. Il est absolument évident que des travailleurs sociaux en situation d'aide éducative en milieu ouvert, lorsque la machine tombe en panne, ne met pas les enfants sur pause et n'appelle pas la hotline. Il prend un plan B, puis un plan C, puis enfin voilà, vous composez, donc vous bricolez à longueur de temps. Et ça a été théorisé très très bien par mon collègue Marc-Henri Soulet il y a déjà un petit moment, cette question du travail social, mais aussi de la clinique médicale, mais aussi de l'enseignement comme bricolage. Sauf que effectivement, ce bricolage est historiquement situé. Et que l'évolution du travail social de ces 30 dernières années se fait sur une ligne clinico-pratique, pratique professionnelle. On voit bien qu'on renvoie au texte, on renvoie à la culture des travailleurs sociaux des années 70-80, avec cette lente évolution techno-administrative, de plus en plus technocratique, de plus en plus techno-chiffrée. Et cette opposition-là nous met quand même dans une position où s'autoriser à faire du bricolage avec les technologies, c'est pas aussi simple que ça. Petite illustration, les collègues de la prévention spécialisée qui, il y a 10 ans, se mettaient sur des pages Facebook. J'ai eu l'occasion d'ouvrir plusieurs conférences. Une partie des administrateurs, des directions, voire des financeurs, les regardaient en disant « mais quel risque vous prenez ?» etc. Et eux, ils justifiaient « les gamins ne sont plus dans la rue, ils sont sur Facebook, il faut aller sur Facebook ». Vous voyez bien que cette logique des usages remet en avant la question de la clinique, la question de la pratique professionnelle. Objectiver si possible. Deuxième processus très très important, si les technologies sont aussi puissamment armées par des imaginaires, la question finalement de l'intuition, de l'émotion, ce qui m'est arrivé en 86 avec ce gamin qui tenait absolument à se valoriser par les technologies et la technologie qui lui répond « tu n'es pas défini », pour un gamin placé en maison d'enfants à caractère social, vous voyez la violence de la situation. Peut-être que du côté du travail social, nous pourrions réinvestir ces espaces en tant qu'espace de médiation transitionnelle. Et je laisserai mon collègue et ami Yann Leroux demain vous développer ça encore plus. Et troisième élément vraiment très important, la question du braconnage. Je vous ai raconté que les usages sont des normes sociales d'usage. Ce qui veut dire que finalement, les cultures proposées par les technologies numériques sont appropriées par les différentes cultures, les différents groupes sociaux, mais elles sont toujours détournées. Et c'est le fameux concept de braconnage chez Michel de Certeau. Et ce braconnage-là, c'est lui qui installe les normes sociales d'usage. Ce qui veut dire que quand, par exemple, les collègues enseignants, on a parlé de ceux qui étaient perdus, les élèves qui ont été perdus pendant le confinement, lorsque les collègues enseignants se retrouvent face à des lycéens qui leur proposent d'utiliser Discord
un réseau social issu du jeu vidéo pour qu'il se lie avec d'autres collègues lycéens qui sont en perdition parce que c'est la culture des gamers, parce que c'est la culture des lycéens, et que l'institution dit non, on ne va pas utiliser Discord, mais l'environnement numérique de travail, il se gourre fondamentalement. Les usages doivent être premiers et ensuite, on va dire, les constructions professionnelles doivent être en second. Donc cette question du braconnage est une question très importante. Je vais donner des illustrations tout à l'heure avec des travaux de doctorants. Alors, 2-3 grandes notions, ce que j'appelle des techno-imaginaires Laurent, à déconstruire pour bien comprendre. Le premier, c'est Digital Divide. Alors j'ai publié il y a une dizaine d'années un bouquin qui s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique ». C'était pour en finir avec cette idée qu'on était dedans ou dehors. L'avantage, quand on fait de l'anthropologie des usages, qui renvoie plutôt à l'anthropologie culturelle, finalement, on a beaucoup de données qui sont disponibles sur le web. On assiste exactement de la même manière que pour la notion d'accessibilité, très théorisée par mon collègue Serge Ebersol, à un processus d'essentialisation. La fracture numérique n'existe pas. C'est un contenu idéologique qui permet à la fois aux politiques et à la fois aux grands groupes industriels de développer ces imaginaires qui vont permettre de vendre. Je vais vous la déconstruire après, hein, vous inquiétez pas. Les inégalités, elles existent, hein, c'est un autre sujet. En octobre 1996, le président actuel des États-Unis dit « il ne faut pas laisser une partie de la population de l'autre côté de la fracture numérique ». Diapo suivante. Alors, je suis tous les ans le baromètre numérique du CREDOC, que nous complétons avec d'autres données. En 1998, en France, il y avait moins de 4% de la population qui était connectée à Internet. Aux États-Unis, en 1996, il y avait 2% de la population qui était connectée à Internet. Comment se fait-il qu'un président des États-Unis raconte un truc qui concerne finalement 98% de la population? Rien, il est juste en train de faire du marketing américain. Il est en train de nous annoncer les GAFA. C'est-à-dire qu'à l'époque, Google n'existait pas, Amazon n'existait pas, Facebook n'existait pas, Apple et Microsoft étaient en train de se taper un peu, comment dire, une espèce de course à la technologie, sauf que les Américains ont décidé de préempter l'Internet. Et je parle sous contrôle de Serge. Je vous rappelle que l'Internet, tel qu'on le vit aujourd'hui, a été inventé en Europe, dans un grand service public qui est le CERN à Genève, et que bien des années après, il a absolument raison de pointer l'arrivée des Chinois, particulièrement avec, moi je parlerai de TikTok tout à l'heure. Clairement, on voit bien qu'on se retrouve dans une situation qui a des enjeux géostratégiques gigantesques et que ces enjeux-là, il convient que chaque citoyen et donc chaque professionnel les maîtrise à minima. Hein. Nous avons participé finalement à l'arrivée des GAFA et ce n'est pas une petite affaire. Juste pour reprendre ce schéma-là, aujourd'hui, on est à 86% de la population, enfin c'était décembre dernier, donc je pense que ça a encore augmenté, mais ce qui est très intéressant dans la courbe, c'est que vous voyez que, que la courbe de possession des ordinateurs est en train de baisser là où les smartphones n'arrêtent pas d'augmenter, et que la possession de plusieurs ordinateurs à la maison est en train de stagner. Ce qui veut dire que ce qui nous est arrivé au printemps était totalement prévisible. Le télétravail, l'école à la maison, dans des zones rurales isolées, on savait que ça allait poser des problèmes, rien que technologiques, à au moins le 3/4 de la population française. Donc vous voyez, on est quand même dans des situations où il faut arriver à objectiver ça avec des données un peu plus fiables. Deuxième élément que je voulais vous renvoyer, juste après je finirai les statistiques, la question finalement du New Public Management, de cette dérive un petit peu technocratique, de ce pilotage par les données, qui a commencé, qui n'est pas à l'échelle du big data, mais qui est quand même, vous remplissez tous énormément de tableaux d'indicateurs, donc il y a des choses qui se passent. Alors moi, je vais vous faire une évaluation d'une politique publique avec un magnifique, avec des magnifiques questionnaires de statistiques solides qu'il y a. Ça, c'est le sentiment des Français vis-à-vis de la dématérialisation. Alors, pour 37% de la population, ça s'est complexifié.
Pour 41%, ça n'a aucun effet, et pour 19%, ça s'est simplifié. Quand on regarde qui sont les 19%, vous avez 90% de Parisiens, de cadres supérieurs, de professions qui n'ont pas finalement à se confronter à l'administration régulièrement, qui ont leur déclaration d'impôt, alors que pour les personnes en situation de précarité, en situation de handicap, en situation de chômage, il faut rentrer dedans. Hein, et vous savez tous, dans votre quotidien, c'est évident, que appréhender cette dématérialisation, c'est quand même quelque chose de pas simple. Donc ça, c'est un exemple sur les politiques publiques qui est quand même, comment dire, inquiétant. Alors, on a parlé de double numérique. Moi, je vais vous présenter mon clone. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on vous fait ça, un conférencier qui se présente lui-même là, mais c'est mon clone de printemps. Et il va très rapidement vous raconter comment... notre enquête Capuni sur les usages numériques des Français a donné comme résultat un peu surprenant. La régie, s'il vous plaît. Parce que je ne peux pas le lancer. Seriez-vous prêt à abandonner votre smartphone comme 14% des Français? Retour aux sources avec l'enquête Capuni. Elle a permis de récolter 7000 questionnaires concernant les pratiques numériques des Français métropolitains de 18 ans et plus. En plus de faire cette photographie des usages numériques en France, elle fait une focale sur les pratiques dans les zones rurales isolées, les ZRI, et les quartiers politiques de la ville, les QPV. Capuni est soutenu par les régions Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que par la mission Société numérique. En 2019, 9 Français sur 10 sont internautes, ce qui représente 7 points de plus que l'enquête Capacity de 2016. Néanmoins, une part non négligeable de Français n'ont qu'un téléphone simple et pas un smartphone, particulièrement chez les plus âgés. 3 raisons. La première, le manque de débit. La deuxième, le manque d'intérêt. La troisième, le manque de compétences. Une autre raison émerge, la limitation volontaire de la consommation de biens technologiques, cette fameuse déconnexion volontaire qui a l'air de s'installer durablement dans le paysage puisqu'elle atteint des professions intermédiaires, des retraités dont le niveau de vie est plutôt moyen, voire élevé. En fonction des définitions, on aurait entre 5 et 18 millions d'exclus du numérique en France, ce qui provoque forcément dans les familles des facteurs d'inégalité multiples. On peut les dénombrer en 3 catégories, les habitants des zones bas débit et des zones blanches, les personnes en situation de pauvreté-précarité, et enfin les déconnexions volontaires et involontaires. Il est urgent de construire une médiation numérique différenciée en fonction des publics et des territoires. 3 actions à mettre en place. Soutenir et reconnaître les bénévoles, former les professionnels de l'éducation, du social et de la culture à la médiation numérique. Et enfin, je dirais presque surtout, recruter des médiateurs numériques non précaires qui dépassent les emplois jeunes, les emplois d'avenir et les services civiques. Donc cette petite vidéo renvoie à des données finalement, qui nous permet finalement de sortir de cette notion de fracture numérique comme étant une fracture binaire. Vous voyez l'ampleur de la différence des chiffres. Hein. En fonction des études, on est entre 5 et 18 millions. Il est absolument évident que plus de 20%, là on l'identifie dans Capuni à 18%, plus de 20% de la population est considérée comme éloignée du numérique et que dans ces 20%, évidemment, il y a beaucoup de publics, il y a les publics prioritaires de l'intervention et de l'action sociale. Je rentre dans des choses plus qualitatives, l'enquête de ma collègue Dominique Pasquier sur l'Internet des familles modestes, où elle a étudié les assistantes maternelles, les métiers ouvriers agricoles, etc., en Basse-Normandie, dans un programme de recherche. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, premièrement, que pour les familles populaires, Internet est une seconde école. Ça peut vous surprendre, mais c'est YouTube, en fait. C'est l'Internet des tutoriels, c'est l'Internet des recettes de cuisine, de comment on répare le moteur de la R12 ou comment on plante les boutures, etc.
les données dont parlait Serge tout à l'heure sont aussi utilisées pour ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième constat de Dominique Pasquier, la dématérialisation administrative est inhumaine et brutale. Donc là, il y a une vraie responsabilité de médiation numérique au sein du travail social et dans le monde de l'AEMO en particulier. Les usages des réseaux sociaux sont limités à la famille et aux amis. Donc clairement, on est plutôt sur le registre de l'apéro Facebook ou de l'organisation de la fête de famille et pas ce qui est présenté comme les normes de réseaux sociaux plutôt dans les grandes villes. Et la grande surprise, c'est finalement ce rejet des nouvelles formes de commerce. Alors bon, évidemment, le Covid est passé par là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la surprise du Bon Coin. Et ce que disent les familles populaires par rapport au Bon Coin, c'est que finalement, cette espèce de vide-grenier, cette espèce de tradition d'échange, de recyclage, circuit court, etc., évidemment qu'ils ne le rationalisent pas comme ça, c'est quelque chose qui rend service. Dominique Pasquier a eu des témoignages de personnes âgées qui mettaient plein de choses sur le Bon Coin, pas pour les vendre, pour discuter avec quelqu'un, pour que quelqu'un vienne à la maison. Donc vous voyez, là encore, ça fait œuvre de braconnage. Le Bon Coin s'en est rendu compte depuis, et on est un certain nombre de chercheurs à travailler avec eux, parce qu'effectivement, c'est un autre modèle que Amazon et tous ses défauts. Alors, je vais essayer de tordre le cou à un deuxième imaginaire très difficile. Alors je suis content de voir qu'avec Serge, nous partageons la culture Astérix et Obélix. Le fameux digital native. Vous savez que c'est la création d'un journaliste au début des années 2000 qui décrivait que finalement nous étions tous des vieux ringards et que les jeunes qui étaient nés avec les technologies numériques allaient mieux s'en sortir. Alors moi j'appelle ça le complexe d'Obélix. Sous prétexte qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, ils n'auraient pas besoin d'éducation. Vous savez tous que c'est pertinemment faux. Vous savez tous que des gamins adolescents scotchés aux réseaux sociaux sont infoutus capables de rédiger un CV, de rentrer dans un environnement numérique de travail scolaire ou même de s'inscrire à Pôle emploi ou aux missions locales. La règle est je suis navré parce que je l'ai beaucoup admiré, je suis navré que Michel Serres ait commis la petite poussette. La règle, c'est qu'il y a autant de différences d'usage au sein d'une même classe d'âge qu'il y a en transgénérationnel, ou alors je suis le plus vieux de la génération Y. Voilà. Et donc, travaux importants, on a fait une grande enquête dans 3 régions, énorme questionnaire suivi de collégiens rural, périurbain, urbain, et on s'est rendu compte que effectivement les équipements dans les familles populaires n'étaient pas forcément différenciés en termes de taux. Par contre, la localisation des équipements était fondamentale. Dans un certain nombre de familles, classe moyenne, classe aisée, on va tenter de contrôler l'accès à Internet, le temps d'image, etc. Alors que ce sont les jeunes des familles populaires qui sont les plus suréquipés en télé dans la chambre, en console de jeu dans la chambre, voire en smartphone et en tablette, quelquefois en ordinateur, mais là aussi il y a une vraie discrimination sociale qui commence à arriver. Les jeunes des familles populaires sont ceux qui ont actuellement le moins accès aux ordinateurs. Et vous savez que pour maîtriser ça, il faut un ordi à côté, hein, pour se protéger, etc., etc. C'est pas simple. 83% des familles déclarent que l'activité numérique est la première activité, loin devant les pratiques sportives et le bricolage. Le petit problème, c'est que c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des activités qui créent lien, ou très, très rarement, mais que les parents sont sur des écrans et les enfants sont sur d'autres écrans, nous tous, hein, et que ça pose quand même un certain nombre de soucis. Nous nous sommes aussi rendus compte que finalement les exclure, interdire les gamins d'accès aux ressources de l'Internet, ça entraînait une forme d'exclusion comme celle qu'avait décrit Bertrand Bergier dans Pas très cathodique sur la télévision. Ce sont tellement des cultures que même ceux qu'on prive d'Internet vont avoir un discours sur TikTok, vont avoir un discours sur Netflix, même s'ils n'y vont pas. Parce que c'est la socialisation de leur âge. Et donc il faut, dans le domaine, la mesure est encore la règle de l'éducation. 3 incises sur 3 thèses.
Marianne Trénoir, soutenue en 2017, les pratiques numériques des jeunes en errance de Rennes, une thèse d'ethnographie profonde, elle est restée avec eux très très longtemps. Elle dit que finalement les pratiques numériques étayent la débrouille, permettent de lutter contre la stigmatisation, permettent de lutter contre l'ennui et favorisent le maintien de soi par une constitution d'une identité narrative. Cette identité narrative, elle est très très forte. Je pense que je ne reprends pas la classification de Dubé que vous devez tous maîtriser chez les galériens. Et vous savez que les galériens, c'est le public central des jeunes majeurs et de l'AMO. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Que ces galériens mettaient leur nom sur les réseaux sociaux, lançaient des bouteilles à la mer sur les réseaux sociaux pour qu'une nourrice, vous connaissez le vocabulaire, hein, pour qu'une nourrice, pour qu'une famille, pour qu'un oncle intervienne, ça marche. Sauf que, évidemment, dans ces familles-là, les codes d'usage des technologies ne sont pas bons. Il y a vraiment des illustrations très, très intéressantes dans la thèse de Marianne, qui décrit que, finalement, cette tentative de reconstruction sur les réseaux sociaux de liens familiaux fonctionne rarement. Elle prend l'exemple de cette mère qui commence à engueuler tous les contacts de son fils qu'elle n'a pas vu depuis des années parce que sur Facebook, il y a des gens qui l'insultent. Et l'autre élément, c'est que par rapport là à votre travail directement sur les réseaux sociaux, exprimer sa douleur, c'est très compliqué. Vous voyez 2 ou 3 pauvres likes de cette jeune Marina de 26 ans, là où sur le même mur de Marina, l'arrivée du dernier petit chiot avait fait 400 ou 500 likes. On n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être en errance, on n'a pas le droit d'être en difficulté quand on est sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte. Deuxième thèse, celle de Véronique Lechêne, sur l'inclusion numérique en contexte d'établissements médico-sociaux. Elle a vu auprès de jeunes en situation de handicap mental ou psychique un vrai effet numérique, une libération, une reconnaissance, une reconquête de l'estime de soi, un changement de représentation, une maîtrise de la tablette, puisqu'ils avaient utilisé des tablettes. Et avec ces publics-là, le recours à l'ordinateur est très complexe. La tablette peut fonctionner, effectivement, sauf que cette reconnaissance-là se heurte au mur de l'institution, aux normes de l'institution. Pour faire très très simple, on a le droit d'être fan de foot, même quand on est en situation d'illettrisme et de handicap cognitif, mais on n'a pas le droit ni d'aller sur YouPorn, ni d'évoquer des situations conjugales, etc. Vous voyez bien qu'on retombe sur les grands impensés ou les grandes questions, finalement, du milieu institutionnel. Dernière thèse, Yann Guéguin, en ethnomusicologie. Il a étudié les pratiques musicales audio-numériques des gamins en difficulté socio-scolaire en SECPA à Brest, une thèse tout à fait intéressante. Alors, il atteste le suréquipement des familles, il atteste quelque chose que nous, on qualifie de dessaisissement parental, c'est-à-dire que finalement, sous prétexte que les digital natifs sont là, on va laisser la gestion des questions numériques, y compris scolaires, aux enfants, hein, particulièrement dans les familles stigmatisées, particulièrement dans les familles... voilà, ils surjouent ça. Mais ils commencent à constater des choses qui doivent absolument nous faire réfléchir. Des gamins qui disent à leurs parents si tu ne me payes pas la dernière console de jeu à Noël, je dévoile que tonton couche avec la voisine tous les soirs. C'est pas une fois. C'est-à-dire que dans son travail ethnographique, il a entendu ça plusieurs fois. On voit bien que là aussi, on est dans des signaux faibles. À force de se dessaisir de la question numérique, les parents et la communauté éducative en général les laissent seuls avec ça, et donc seuls avec les contraintes du marché, puisque tout ça est aussi un énorme marché de consommation. Comme je voulais finir plutôt sur une planche et laisser un peu de temps, voilà, il y aura d'autres. J'ai bien regardé le programme et ce que je vous ai raconté, il y a pas mal de collègues, je pense à Yann Leroux, je pense à Vincent Meyer, qui vont pouvoir aussi donner un peu plus de chair à ce que je raconte. Vous savez qu'à longueur de temps, on dit formation, formation, formation.
Il est absolument clair, vous l'avez entendu dans le discours de Serge Miranda, que la formation sous-entend un apprivoisement, une appropriation de ces termes, de ces cultures, de ces manipulations. Et vous donnez des formations techniques à la manipulation des sites de l'État, de la dématérialisation, c'est le pire qu'on puisse faire. C'est le pire qu'on puisse faire, puisque ceux qui vont être à l'aise vont le faire, mais tous les autres vont rejeter ça, y compris les professionnels. On a le même phénomène chez les soignants, on a le même phénomène chez les enseignants. Donc il faut absolument vous former à la prise en main, certes, mais en même temps à la compréhension des usages, en même temps à la compréhension de comment on s'approprie ces technologies, il y a des cycles, il y a des travaux là-dessus, et à l'attention, urgence, autonomisation. Combien de travailleurs sociaux m'ont dit « j'ai fait à la place de » parce que la personne allait perdre ses droits, parce qu'elle n'allait pas rentrer, elle allait dormir dans la rue, parce que, etc., etc. Or ça, clairement, c'est de notre responsabilité de prendre en compte l'urgence, mais aussi de travailler l'autonomisation des personnes en même temps. Et pour travailler, modéliser, objectiver tout ça, il me semble, je reprends la citation du rapport Pifto, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on a un peu abandonné, alors pas en Bretagne, je vous garantis que je pousse et que je ne suis pas le seul à pousser là-dessus, la question de votre implication dans cette objectivation-là. Et donc, le rapport Pifto parle de recherche-action. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir à la recherche collaborative, à l'open science, à tous ces nouveaux mots, finalement, de la recherche-action, dans lesquels notre secteur avait quand même posé les fondements dans les années 60-70. J'y étais pas, et je renvoie aux épaules des géants, comme on dit. Et on est en train de faire quelque chose de très intéressant en Bretagne, le projet Lab Access, c'est-à-dire une recherche-action située sur des territoires où on va travailler les effets de la dématérialisation, mais pas que. Ces questions de comment on se positionne vis-à-vis de la médiation numérique, comment on se positionne vis-à-vis de l'éducation, comment on se positionne vis-à-vis de la culture et des bibliothèques, parce que le numérique est tellement transversal qu'il nous oblige aussi à faire tomber les fameux silos professionnels. Merci de votre attention. Alors, à 2 reprises déjà, j'ai oublié de donner la parole à Lola et à Nour, qui auront plein de choses à nous dire avant que nous ne partions. Avant que nous ne partions déjeuner, il y aura éventuellement 1 ou 2 dessins de Pavot, pourquoi pas. Une question dans la salle, quand même, peut-être. Ce serait dommage de s'en priver. Ou bien vous avez déjà faim et ça vous tiraille? Alors, Pavot? Oui, peut-être le temps que les gens formulent leurs questions, je peux passer un petit dessin ou 2. Alors, voilà, j'en ai fait un premier qui parle de notre vieillesse. Voilà. Et alors, j'en ai un autre qui pique un peu. Donc, c'était à propos du fait que vous parliez tout à l'heure que les enfants n'allaient plus sur Facebook parce que les éducateurs y étaient. Donc, j'ai fait ça. Effectivement. Effectivement. Ouais, ça pique un peu. Et puis un dernier, j'ai un dessin que j'avais déjà publié sur un de mes albums, mais je ne résiste pas à l'envie de vous le diffuser à nouveau. Oh, c'est pas mal. Oui, oui. Merci à tous, Merci. Bon appétit, à tout à l'heure. Merci. Alors, il y avait une question? Excusez-moi. Allez, on essaie de faire très vite parce que vraiment l'heure tourne. Oui, bonjour, je suis responsable adjoint dans un centre médico-social et j'encadre parmi d'autres personnels des assistantes sociales en polyvalence de secteur, et du coup on a lancé une démarche autour de l'accès à l'action sociale de manière inconditionnelle, y compris sur l'accompagnement à la médiation numérique, et on a plutôt une levée de bouclier un peu sur le mode vous n'avez pas arrêté de nous dire qu'on ne devait pas être les écrivains publics, mais véritablement être au cœur d'interventions d'autres natures. Et là aujourd'hui vous nous demandez d'être des écrivains publics numériques, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Alors, non.
je demande à ce qu'on objective, enfin je demande, non. Je travaille à l'objectivation des pratiques parce que prendre son expérience numérique personnelle comme l'alpha et l'oméga pour réfléchir à l'expérience des autres, c'est toujours une mauvaise idée. Et donc, il faut essayer de faire comprendre finalement les processus. C'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur les 3B, sur les questions de normes d'usage, etc. Je vais vous illustrer ça. Dans le travail Lab Access, j'ai accompagné une collègue de service social qui gère l'urgence sociale. Est arrivé, alors c'est en pays de Montfort, on va dire, nous sommes dans zone rurale isolée du centre-Bretagne. Arrive à la permanence un monsieur avec un pochon. Dans son pochon, il y a tout un tas de papiers administratifs, dont certains qui ne sont pas ouverts. Le monsieur venait poser une question très précise sur la pension de reversion de sa femme. Donc voilà, il était un petit peu en panique, il était venu en vélo, il avait fait 20 km sur la pluie, même s'il ne pleut pas en Bretagne. Enfin, vous voyez, on a un personnage de plus de 80 ans, vraiment presque caricatural de la population rurale. Il est incapable de voir les logos, etc. Donc avec la collègue tente de vérifier les choses, etc. Et puis à un moment donné, elle lui demande « Mais vous n'avez pas vu la collègue qui suit votre dossier ?» Alors l'ordinateur était en panne, l'ordinateur dans le bureau. Et elle monte chercher le dossier papier et elle récupère le dossier papier du monsieur avec un post-it, puisque la collègue était en congé maternité, dossier traité, attente de réponse. C'est-à-dire qu'en gros, ce monsieur Papy Pochon, qui avait une distance telle avec l'administration, doublée d'une distance telle avec les technologies, ne fait clairement pas partie des gens qu'on va ramener à la dématérialisation. Voilà. Par contre, le travail d'écoute, de déconstruction de la problématique qui fonde le cœur professionnel de l'intervention des travailleurs sociaux, il était là. Il avait juste besoin de se faire rassurer. Mais si on ne déconstruit pas les différentes couches de la complexité de la situation, cette rassurance ne passe pas. Vous imaginez si on massifie ça ? C'est-à-dire qu'en gros, si on commence à faire des guichets où des gens qui ne savent pas où en sont leurs dossiers vont s'adresser directement à des travailleurs sociaux, etc. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le confinement. On se retrouve vraiment dans une des impasses de la dématérialisation et une des impasses de l'intervention sociale. Donc je ne vous appelle pas à devenir écrivain public, j'appelle le secteur à retravailler cette tension autonomie, urgence. On ne peut pas laisser les gens dans des situations totalement dramatiques, pour autant ne jamais enchaîner systématiquement les situations d'urgence. Ce n'est pas du tout une bonne idée. En plus de ça, ça va vous mener à des conflits de légitimité, ça va vous mener à des burn-out, etc. Enfin, on voit bien l'état psycho-émotionnel du secteur après le confinement. Donc voilà, ne vous méprenez pas, je ne vous appelle pas à devenir des écrivains publics, j'appelle à ce que le travail social et l'éducation se recomposent vis-à-vis du monde de la médiation numérique. Pour le moment, ça ne marche pas. Il y a les médiateurs numériques quelque part, les travailleurs sociaux ailleurs, il y a quelques endroits où ça s'articule, mais pour le moment, ça ne marche pas. Donc tout ça doit être travaillé à l'échelle des territoires et objectivé dans des démarches telles que ce qu'on essaye de mener. Merci. Merci Pascal.